À huis clos, 19 élites non élues prennent des décisions qui façonnent le destin de milliards de personnes. Et personne ne peut les arrêter. Ils travaillent tous pour une mystérieuse banque mondiale. La Banque des règlements internationaux est la banque la plus puissante du monde. Mais elle n'est pas que puissante. C'est l'institution financière la plus secrète du monde. Certains pensent disons qu'ils sont le cerveau financier d'un gouvernement mondial unique. D'autres affirment qu'ils n'obéissent à aucune loi, à aucune nation. Donc la banque est complètement retirée de toute implication gouvernementale ou contrôle politique. La Banque des règlements internationaux est au sommet de l'ordre financier mondial. Elle supervise tout, pourtant la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, et encore moins comprennent sa véritable portée. Mais d'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez que si nous n'apprenons pas ce qu'est la Banque des règlements internationaux maintenant, la liberté et la vie privée pourraient bientôt n'être qu'un souvenir remplacé par une ère de répression financière. Nous aurons un contrôle total et également le technologie appliquée, cela. En mai 2013, le livre « La tour de balle d'Adam Labor » sort en librairie. C'est la première fois que l'histoire sombre de la banque la plus puissante du monde est vraiment explorée en profondeur. Jusqu'à présent, pratiquement personne ne connaissait ce club d'élite et cela n'aurait jamais dû arriver. Personne ne devrait se préoccuper de cette banque ou de ses dirigeants. Car l'une des raisons pour lesquelles cette banque est si puissante à la base, c'est justement ce voile de secret qui l'entoure. Les dirigeants de la banque estimaient que seuls ceux qui devaient connaître le parti pris le découvriraient et que les autres n'avaient pas besoin de le savoir. Pour vous fournir des connaissances d'experts malgré tout, nous avons interviewé Richard Zilla, le président du conseil d'administration du Musée de la finance américaine et professeur émérite d'économie à la Stern School of Business. Vous avez probablement entendu parler de la Banque du Japon ou de la Banque centrale européenne, et très certainement de la banque qui contrôlerait soi-disant toutes les banques, la Réserve fédérale. Mais qu'ont-elles toutes en commun ? Elles sont toutes sous l'autorité de la Banque des règlements internationaux. Donc la Banque des règlements internationaux est une banque centrale des banques centrales. Donc, les 63 plus grandes et plus importantes banques centrales du monde appartiennent à la Banque des règlements internationaux. Les principaux banquiers centraux s'y réunissent régulièrement. Et si vous voulez comprendre le pouvoir dans ce monde, comprendre le fonctionnement de la Banque des règlements internationaux et du système bancaire central est essentiel. Voici Catherine Fitz, une ancienne fonctionnaire du gouvernement américain et banquière centrale, qui possède des informations exclusives sur le fonctionnement de la Banque des règlements internationaux et sur la façon dont les banquiers centraux maintiennent le public dans l'ignorance de ce qui se passe dans les hautes sphères du pouvoir. J'ai principalement été formée pour devenir banquière centrale. Et l'une des choses qu'on vous apprend, c'est de ne jamais expliquer clairement ce que vous allez faire. Vous savez, on parle de façon détournée. Un mythe répandu est que nous imprimons de l'argent. Nous n'imprimons pas d'argent. Est-ce que c'est de l'argent des impôts que la Fed dépense? Ce n'est pas de l'argent public, mais plutôt une création monétaire qu'un emprunt. Vous avez imprimé de l'argent? Eh bien, effectivement. Même face à des contradictions évidentes, les responsables éludent les questions et tournent autour du pot. Le responsable dans la vidéo est Ben Bernanke, un ancien président de la Réserve fédérale et un modèle de banquier central. Mais parfois, même les banquiers centraux commettent des erreurs. Pour la première fois, j'ai vu un banquier central expliquer en anglais ses intentions et motivations et j'ai failli tomber de ma chaise. Nous évoquerons plus tard le plan qui l'a stupéfaite, mais voici l'essentiel. La finance n'est pas devenue compliquée par hasard. Plus il est difficile à suivre,
plus ils ont de pouvoir. Ce n'est pas différent avec la Banque des règlements internationaux. La Banque des règlements internationaux est conçue pour être incroyablement opaque et difficile à comprendre. Et cela est intentionnel. Nous découvrirons le fonctionnement de cette machinerie dans la vidéo, mais pour l'instant, retenez seulement 2 choses. Elle bénéficie de l'immunité souveraine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle est au-dessus des lois. C'est son propre pays. Oui, c'est son propre pays, il a sa propre police, et en gros, personne n'a l'autorité légale d'agir contre lui. Comme les Nations Unies, le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, mais ils ne sont pas soumis à la loi. En réalité, ils sont intouchables, mais ça ne s'arrête pas là. De l'extérieur, la Banque des règlements internationaux ne semble pas si importante. Ce n'est pas vraiment si grand comparé à d'autres institutions, c'est seulement 1/10 de la taille du bilan de la Réserve fédérale ou de la Banque centrale européenne et l'une des raisons pour lesquelles la Banque des règlements internationaux n'est pas sur le radar de tout le monde. C'est parce qu'ils sont autorisés à opérer dans le secret le plus total et à dissimuler de l'argent. Elle peut déplacer de l'argent, le conserver dans son bilan et le gérer secrètement. Donc, si je veux, et je simplifie énormément, si je veux voler 21 000 milliards au gouvernement américain et les placer sur le bilan de la Banque des règlements internationaux, elle peut les déplacer n'importe où dans le monde et les garder sur son bilan, secrètement. Et si la Banque des règlements internationaux peut discrètement déplacer ce genre d'argent hors bilan, ce n'est pas seulement une banque, c'est une superpuissance de l'ombre. La banque la plus puissante du monde, c'est la Banque des règlements internationaux. Mais si vous écoutez ce qu'ils vous disent à propos de la Banque des règlements internationaux, vous arrivez à une conclusion différente. La Banque des règlements internationaux a été créée en 1930. Leur mission ? Notre mission est d'aider les banques centrales dans leur quête de stabilité monétaire et financière. Pour poursuivre leur mission, Nous offrons aux banques centrales un forum de dialogue et une large coopération internationale, une plateforme pour l'innovation responsable et le partage des connaissances, ainsi que des analyses et des perspectives sur les questions politiques fondamentales. Mais est-ce vraiment tout ? Eh bien, Mais si vous lisez la véritable histoire, c'est parce que la Banque d'Angleterre et les banquiers centraux voulaient pouvoir déplacer de l'argent en secret. alors que fait réellement la Banque des règlements internationaux ? Et comment dirige-t-il le monde ? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous l'expliquer clairement, mais pour comprendre exactement ce qu'il prévoit et comment la Banque des règlements internationaux dirige l'économie mondiale, nous devons comprendre le moment où ils ont décidé de la contrôler. Il vaut mieux que les gens ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, car s'ils le faisaient, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Notre histoire de la Banque des règlements internationaux commence en 1930 et dès le début, elle s'accompagne d'une grande controverse, car dès le premier jour, des questions se posent sur la raison d'être de cette banque et il y a eu de nombreuses occasions où elle aurait pu ou dû être abolie. L'Allemagne vient tout juste de perdre la Première Guerre mondiale. Près de 20 millions de personnes sont mortes, dont 2 millions rien qu'en Allemagne. Le pays doit maintenant verser des réparations aux vainqueurs, dont les États-Unis pour avoir déclenché la guerre. L'Allemagne s'est vue imposer des réparations draconiennes. En gros, je pense que les États-Unis étaient dans la position, disons, de prêter de l'argent à l'Allemagne pour qu'elle puisse rembourser ses réparations à la France, à la Belgique et à la Grande-Bretagne. La Banque des règlements internationaux a été créée pour gérer cela. La Banque des règlements internationaux est créée pour gérer ces réparations draconiennes. Ceci relève du Plan Young, un projet américain visant à contrôler les paiements allemands et à stabiliser l'économie européenne. Mais 2 ans plus tard, tout s'effondre. Il s'est avéré que la Grande Dépression est devenue si grave que l'Allemagne a cessé d'effectuer ses paiements.
Le moratoire Hoover en 1931 suspend les paiements. L'accord de Lausanne en 1932 les supprime complètement. La raison d'être de la Banque des règlements internationaux disparaît presque du jour au lendemain. Cela signifie que la raison même de la création de cette banque disparaît. Et donc la Banque Hub aussi, non ? Non, la banque ne disparaît pas et près d'un siècle plus tard, elle existe toujours. Pourquoi ? Parce que perdre sa mission d'intérêt public n'affaiblit pas l'institution. Cela ne fait que la révéler. Parce que depuis le début, cette banque est conçue pour poursuivre un objectif bien plus profond. La vérité, c'est que ça n'a jamais été seulement une question de réparation allemande. La Banque des règlements internationaux est conçue pour être un club privé et exclusif de banquiers centraux, un lieu où les acteurs financiers les plus puissants du monde peuvent se réunir, à l'abri des regards du public. C'était parce que la Banque d'Angleterre et les banquiers centraux voulaient une entité bénéficiant de l'immunité souveraine. Ils voulaient pouvoir déplacer de l'argent en secret. Et personne ne défend cette vision avec plus de ferveur que Montagu Norman, le chef de la Banque d'Angleterre. Pour ses détracteurs, c'est un empereur de l'argent non élu, un danger pour la démocratie. Je pense que cela vient de cette suspicion que les banquiers centraux se réunissent et qu'ils contrôlent l'économie mondiale et que nous ignorons leurs actions. Pour ses alliés, c'est un stratège de génie obsédé par la protection des banquiers centraux contre la surveillance démocratique. Même Norman sait qu'il faut plus qu'un seul dirigeant pour bâtir une forteresse aussi puissante. Il lui faut une alliance, une ligue de banquiers et de financiers suffisamment puissante pour se placer au-dessus des nations. Qui construit ce club ? Les architectes incluent Owen D. Young, les principaux associés de John Pierpont Morgan, Gates Maghera et Hjalmar Schacht, des élites financières américaines et européennes unies par une seule vision, un pouvoir bancaire mondial au-delà des frontières. Dans son livre Tragedy and Hope, l'historien américain Carroll Quigley décrit précisément ce qu'ils étaient en train de construire. Les pouvoirs du capitalisme financier avaient un autre objectif de grande envergure, rien de moins que de créer un système mondial de contrôle financier entre des mains privées, capable de dominer le système politique de chaque pays et l'économie mondiale dans son ensemble. Un système mondial contrôlé non pas par les gouvernements, mais par des élites bancaires privées, et il va encore plus loin. Ce système devait être contrôlé de manière féodale par les banques centrales du monde, agissant de concert grâce à des accords secrets conclus lors de réunions et de conférences fréquentes. Le sommet de ce système devait être la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse, une banque privée détenue et contrôlée par les banques centrales du monde qui étaient elles-mêmes des sociétés privées. Il révèle rapidement comment la Banque des règlements internationaux se trouve au sommet d'un système financier moderne. Dès sa création, la Banque des règlements internationaux bénéficie d'une personnalité juridique internationale ainsi que de privilèges et d'immunités étendues. Ces actifs sont explicitement déclarés légalement hors de portée de tout gouvernement ou juridiction. Cette immunité fondamentale a été consolidée par la Convention de 1930 avec la Suisse. En d'autres termes, la banque est intouchable. Mais alors que les pères fondateurs de la Banque des règlements internationaux posent les bases pour contrôler le monde, un autre homme s'élève déterminé à le conquérir par la force. Bientôt, la Banque des règlements internationaux montrera à quel point son statut intouchable est vraiment utile. La défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale ne met pas seulement fin à une guerre, elle brise l'âme d'une nation. Marquée comme l'agresseur, forcée de payer des réparations écrasantes qui épuisent de son économie et plongent des millions de personnes dans la pauvreté. Pour Adolf Hitler, soldat de tranchée sur le front pendant la guerre, ce n'est pas seulement une défaite, c'est une humiliation qui exige vengeance. La restauration par la domination devient sa seule réponse. Mais avant de tourner sa fureur vers l'extérieur, il vise ses ennemis les plus acharnés à l'intérieur du pays, les Juifs
Rutwinnik n'a que 10 ans, mais dans la nuit du 9 novembre 1938, son monde s'effondre. Sa famille est attaquée. Ils ont défoncé la porte avec une hache, ils ont lancé des briques dans les fenêtres, puis ils sont entrés. Ils ont détruit tout ce qu'ils pouvaient voir. Ils sont allés dans la cuisine et puis l'un d'eux, je n'arrive pas à comprendre, a uriné sur tous ces détritus. Puis il a pris sa main et a étalé tout cela partout dans la cuisine. Un autre s'en est pris à ma sœur. Les nazis déclarent la guerre ouverte aux Juifs. C'est la nuit de cristal, la nuit du verre brisé, des magasins juifs en flammes, des gens assassinés de sang-froid. Mais ce n'est pas seulement de la haine, c'est un vol à l'échelle industrielle. Toutes les personnes de la ville étaient en bas, dehors, à ramasser toutes les choses qui avaient été jetées par la fenêtre et à les emporter chez elles. Les nazis volent tout ce qu'ils peuvent attraper. De l'argent liquide, des bijoux et beaucoup d'or. Cette nuit-là n'est que le début, car la nuit de cristal n'était pas seulement une violence antisémite, c'était une stratégie économique. Les guerres, un coup des foutent cher, très cher. Et les guerres, ne se gagnent pas avec des discours, elles s'achètent. Et pour Hitler, cela signifie un financement à l'échelle mondiale. L'or nazi, la richesse volée à des millions de personnes, devient la colonne vertébrale de l'économie de guerre d'Hitler. Le pillage des ennemis va bientôt devenir la politique officielle nazie. Peu après la nuit de cristal, Hitler lance la Blitzkrieg. Agressive, fulgurante et impitoyable, la Pologne est écrasée en quelques semaines, la France s'effondre en 40 jours. Chaque conquête remplit les coffres nazis de nouveaux butins pour alimenter la prochaine avancée. Mais pour soutenir son armée, Hitler a besoin d'aide. Et cette aide ne vient pas d'une agence nazie, ni même d'une institution allemande. En examinant plus en profondeur les archives, un nom revient sans cesse, une banque mondiale secrète dirigée par une poignée d'hommes. La Banque des règlements internationaux, dirigée par Thomas McKittrick, un banquier américain sophistiqué, vif d'esprit, invisible aux yeux du public. Pendant que le monde s'embrase, il doit faire un choix crucial concernant l'avenir de la Banque des règlements internationaux, disparaître, se cacher ou rester neutre. Leur promesse, aucun crédit aux agresseurs, aucun échange d'actifs à travers les frontières, aucun profit tiré de la guerre. Cette promesse est un mensonge. McKittrick et la direction de la Banque des règlements internationaux ont transformé la banque en un bras financier de facto du régime nazi. Ce n'est pas une exagération car même le vice-président de la banque centrale nazie, la Reichsbank, Emil Pull, appelle la Banque des règlements internationaux sa seule succursale étrangère. La Banque des règlements internationaux aurait dû être fermée au début des années 30, après l'effondrement du programme de réparations allemande. Au lieu de cela, elle a financé l'Holocauste et la machine de guerre nazie. Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas simplement de passivité ou de paresse bureaucratique. Ce sont des décisions politiques délibérées. Mars 1939, les nazis envahissent la Tchécoslovaquie. En quelques semaines, des dizaines de milliers de personnes sont emprisonnées ou tuées. Et comme toujours, la conquête s'accompagne de pillages. Les nazis s'emparent des réserves d'or tchèques. Et la Banque des règlements internationaux ? La Banque des règlements internationaux est la banque qui cautionne le scandale le plus notoire de cette génération. Le viol de la Tchécoslovaquie. Ils ont aidé à transférer 23,1 tonnes d'or tchèque avec l'aide de la Banque d'Angleterre. En respectant les procédures formelles au lieu de s'interroger sur l'origine de l'or, ils ont effectivement légitimé un vol à grande échelle sur tout un continent. Ce n'est pas un cas isolé. De nombreux exemples similaires suivent. En 1943, 82% des revenus de la Banque des règlements internationaux proviennent de l'or nazi. Une partie de cet or provient d'alliances fondues, une autre des victimes des camps de concentration. La banque accepte l'or nazi volé jusqu'au dernier jour de la guerre, bien après que même des pays neutres, comme la Suède, ont cessé de l'accepter.
La Banque des règlements internationaux transforme effectivement l'or du sang en outil de guerre, mais son rôle va encore plus loin. La Banque des règlements internationaux devient un poste d'écoute secret, fournissant à la Reichsbank des renseignements sur les transactions financières ennemies, par exemple sur les stratégies de financement de guerre des États-Unis. McKittrick transmet à plusieurs reprises ces informations aux dirigeants de la Reichsbank, notamment à Emil Pool, vice-président et membre du conseil d'administration de la banque, des règlements internationaux qu'il considère comme un ami. Tout comme en 2022, lorsque les gouvernements occidentaux se sont précipités pour geler les avoirs russes après l'invasion de l'Ukraine, les Alliés dans les années 40 ont tenté d'étouffer le financement nazi. Mais la Banque des règlements internationaux empêche que cela ne se produise. Lorsque les Alliés commencent à geler les avoirs nazis, la Reichsbank utilise la Banque des règlements internationaux pour retirer des fonds des marchés neutres avant que les blocus ne frappent. Ces fonds ainsi sauvés sont ensuite échangés à nouveau avec la Banque des règlements internationaux. Alors que le monde tente de stopper l'argent nazi, la Banque des règlements internationaux le maintient liquide et invisible. Mais même ce partenariat lucratif ne peut arrêter ce qui arrive. Le Reich nazi s'effondre. La confiance en la victoire sur le champ de bataille s'amenuise. Alors que l'Allemagne est au bord de la défaite et que le monde aspire à la paix, l'avenir de la Banque des règlements internationaux ne tient qu'à un fil. Elle a du sang sur son bilan. Bien que l'ampleur totale de son implication ne soit pas encore connue, une chose est claire. Cette banque entretient une relation très étroite avec le régime d'Hitler. L'institution affronte son plus grand défi à ce jour. Vont-ils survivre ? Ou seront-ils tenus responsables ? En 1944, alors que la victoire des Alliés se profile, des représentants de 44 nations se réunissent à Bretton Woods, dans le New Hampshire. La réunion accueille l'élite politique et intellectuelle. La mission crée un nouvel ordre mondial, un plan directeur pour la vie après la guerre. Mais au milieu de toutes ces grandes visions, une institution est accusée. La Banque des règlements internationaux. Un Américain fait-il des affaires avec les Allemands alors que nos soldats les combattent ? C'est ce qu'affirme Harry Dexter White, haut fonctionnaire du Trésor américain, en 1944. Son indignation se lit dans ces mots. Pour White, McKittrick n'est pas qu'un banquier, mais un traître profitant de la guerre. À Bretton Woods, rien de moins qu'un nouvel ordre financier mondial est à l'ordre du jour. Mais parmi les résolutions adoptées, il y en a une qui demande l'abolition de la Banque des règlements internationaux dès que possible. Plus jamais, jurèrent-ils, une banque ne devrait se tenir aussi près du mal et survivre sans être inquiétée. À sa place, ils créèrent le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, une nouvelle architecture pour un monde supposément plus juste. Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons créé un réseau mondial d'organisations bénéficiant de l'immunité souveraine, au-dessus des lois. Donc nous avons... Vous savez, nous avons des parties de l'Organisation des Nations Unies, nous avons la Banque mondiale, nous avons le Fonds monétaire international. Essentiellement pour diriger le monde. Parce que si vous voulez diriger le monde, vous ne pouvez pas obéir aux lois. Mais si vous voulez comprendre comment fonctionne réellement l'une de ces institutions, nous avons une vidéo complète qui dissèque l'agenda caché du Fonds monétaire international, car comme l'histoire le montre, ce plan pour l'équité a échoué. Cependant, il en va de même pour les plans visant à abolir la Banque des règlements internationaux. Les banquiers centraux européens n'étant pas prêts à abandonner leur forteresse sacrée. Ils font du lobbying à huis clos, se battant pour préserver leur bastion caché. Et en 1948, l'appel à dissoudre la Banque des règlements internationaux a été discrètement annulé. Alors que certains collaborateurs sont punis, d'autres sont récompensés. Thomas McKittrick, le président de la Banque des règlements internationaux, qui dirigeait la seule succursale étrangère de la Reichsbank, ne reçoit même pas une tape sur les doigts, mais décroche un poste prestigieux de vice-président à la Chase National Bank à New York, supervisant les prêts étrangers. Quelle carrière! De banquier le plus important des nazis à banquier prospère de Wall Street en moins d'1 an. Il reste difficile de comprendre pourquoi il s'en sort aussi facilement. Des experts font le lien avec l'immunité à vie accordée par la loi suisse, une protection juridique plus solide que l'acier.
Sous cette couche d'acier, la banque continue de survivre et finit par devenir plus puissante que jamais. Élargissant son influence à toutes les grandes économies, dans les années 60, elle commence à travailler en étroite collaboration avec le Fonds monétaire international pour imposer son agenda économique. À partir des années 70, elle s'étend au-delà de l'Europe, accueillant le Canada et le Japon. En 1994, plus de 60 ans après sa création, la Réserve fédérale achète enfin des parts de la Banque des règlements internationaux. Peu après, la plupart des grandes banques centrales la rejoignent, consolidant sa portée mondiale et son avenir. La Banque des règlements internationaux a aussi contribué à la création de la Banque centrale européenne et de la monnaie européenne principale. Cependant, leur vrai pouvoir ne réside pas là, mais derrière des portes closes, comme l'avaient voulu ses fondateurs. Le club le plus exclusif du monde compte 19 membres. Imaginez maintenant que vous êtes l'un d'eux. Tous les 2 mois, le rituel familier commence. Vous arrivez à l'aéroport de Zurich. À votre arrivée, une flotte de limousines est prévue pour vous transporter de l'aéroport de Zurich à Bâle. En tant que gouverneur de banque centrale, vous jouissez du privilège d'être traité comme un roi. Aucune attente, aucun tracas. La transition se fait sans accroc vers le club le plus exclusif du monde, inaccessible au public. Vous arrivez sur le parking. À Bâle, vous profitez d'avantages spéciaux. La direction de la banque a tout prévu pour que la police suisse n'ait jamais besoin d'être appelée. Système Sortotisate, système d'arrosage high-tech avec sauvegarde, installation médicale interne et un abri anti-bombe sous la tour. Quoi qu'il arrive à l'extérieur, terrorisme, guerre, effondrement, cette forteresse perdure. À 19h, vous entrez dans la salle de conférence E de la tour circulaire de Bâle. L'espace est isolé avec tout le soutien nécessaire, y compris le secrétariat, pour assurer une concentration et une efficacité maximale. Cette salle est réservée uniquement aux réunions les plus importantes. Le comité consultatif économique, dont les fenêtres teintées donnent sur la gare centrale de Bâle, mais à l'intérieur, c'est un autre monde. Un monde où seules 19 voix comptent, C'est sans doute la salle la plus influente du monde, conçue pour des conversations qui font bouger des économies entières. Les réunions durent 1 heure, parfois 90 minutes. Chaque gouverneur peut amener un assistant, mais les assistants parlent rarement. Au final, il n'y a que nous qui parlons. Et pourtant, même ici, à huis clos, les vraies décisions ne sont pas prises. À 21h, la réunion formelle se termine. Les assistants partent, mais vous restez, car c'est maintenant que commence le véritable rituel, le dîner. Vous et vos collègues gouverneurs vous retirez dans la salle à manger du 18e étage. La nourriture est exquise et le vin, parmi les meilleurs que la Suisse puisse offrir, coule à flot. Et ici, au-delà des ordres du jour et des formalités, le monde se façonne. Je vois la Banque des règlements internationaux comme une sorte de club où les banquiers centraux se rencontrent et apprennent à se connaître. Ce qui peut être important quand, par exemple, quelqu'un à la Réserve fédérale connaît le chef de la Banque centrale européenne et lui a parlé il y a à peine 1 mois ou 2. Ils peuvent alors décrocher le téléphone et, au lieu d'apprendre à se connaître au téléphone, ils peuvent simplement dire « Eh bien, nous savions que ce problème allait surgir et maintenant nous devons agir. » Ce ne sont pas de simples fonctionnaires au hasard, ce sont les figures les plus puissantes de la finance mondiale. Les banquiers centraux, ils aiment se considérer comme les grands prêtres de la monnaie, un cercle d'élite auto-sélectionnés, formés dans les meilleures institutions du monde, convaincus qu'eux seuls possèdent l'intellect nécessaire pour comprendre les complexités de l'économie mondiale. Mais en réalité, nous, à l'extérieur, ne savons jamais vraiment qui se trouve dans la pièce. La liste des membres du comité consultatif économique n'est jamais publiée. Ni au Parlement, ni aux journalistes, ni à vous. Tous les 2 mois, ce rituel se répète. Le comité consultatif économique oriente l'économie mondiale. Les politiques évoquées ici influencent la vie de milliards de personnes. Après 2 ou 3 heures de discussion privée, l'essentiel du travail du week-end est accompli.
Rien de ce qui est dit à cette table n'est jamais répété, ni avec le ministre, ni jamais avec le public. Péter Ákos-Bot, ancien gouverneur de la Banque centrale de Hongrie, s'en souvient très bien. Les principaux sujets de discussion étaient la qualité du vin et la stupidité des ministres des Finances. Sans connaissance en vin, vous ne pouviez pas participer à la conversation. Imaginez ce qu'ils disent à des gens ordinaires comme vous. Ce n'est pas comme si vous le découvririez un jour. Le Bureau international des poids et mesures a le droit de communiquer en code. Ces valises diplomatiques restent toujours fermées. Elles bénéficient des mêmes protections qu'une ambassade. La Banque des règlements internationaux est en fait un État dans l'État. Peu importe la somme, aucun accord n'a été signé. La parole de chaque responsable suffisait et il n'y a jamais eu de déception. Mais pourquoi tout cela a-t-il de l'importance pour vous ? Après tout, les banquiers se réunissent à huis clos depuis que l'argent a été inventé. Où est tout le problème ? Au Japon, les prix sont toujours aussi élevés. Pour des milliards de personnes, la vie quotidienne est devenue inabordable. Qui de nombreux gens accusent-ils pour cette crise ? Les banquiers centraux, chargés de nous protéger contre la flambée des prix. Ils ont le pouvoir d'influencer l'économie mondiale. Il ne s'agit pas de financiers privés risquant leur fortune. Ce sont des fonctionnaires chargés de gérer notre argent, leurs salaires, leurs vols, leurs suites d'hôtels, leurs pensions dorées, tout est payé par le public. Pourtant, aucun d'entre eux n'a jamais été élu par vous, et pourtant leurs décisions influencent vos économies, vos dettes, votre emploi, votre avenir. Et ils prennent ces décisions dans des salles où vous n'entrerez jamais. Alors que le week-end se termine, il est temps de quitter Bâle. Ils montent dans la limousine qui les attend, traversant la douane suisse sans souci. Encore une fois, sans question ni fouille. Ils sont intouchables. À l'aéroport de Zurich, une autre flotte de voitures met sa ligne. Prêtes à les ramener dans leur pays, à leur bureau, à leur tribune, car même si le monde ne saura jamais ce qui a vraiment été décidé ici. Leur prochaine conférence de presse est déjà programmée. Et ils sont prêts à prendre la parole. Une hausse temporaire de l'inflation. Temporaire, facteur. Temporaire, facteur. C'est temporaire ? C'est presque comme si, dans cette salle à manger secrète à Bâle, l'histoire avait été convenue. L'inflation est transitoire, gardez le public calme. Ouais, je pense qu'il est tout à fait possible que l'idée selon laquelle l'inflation était transitoire ait certainement été discutée et soit peut-être devenue le récit des banquiers centraux, mais beaucoup d'argent a été créé et injecté dans ces économies, ce qui a provoqué l'inflation. 1 an plus tard environ. Mais nous savons maintenant que l'inflation n'était pas transitoire. Cela semblait durer un peu plus longtemps que ce à quoi les banquiers centraux s'attendaient. Dans le monde de la finance, l'inflation se traduit par des fortunes colossales. Pour les familles ordinaires, cela se traduit par des difficultés. Et pendant que les gens luttent encore pour faire face aux conséquences et pour survivre, la Banque des règlements internationaux préparait son prochain coup, car leur véritable plan est bien plus vaste. Et ensuite, ils s'en prennent directement à notre argent. Il n'y a pas si longtemps, l'argent liquide n'était que de l'argent liquide. Pas de politique, pas de traçage, pas d'identifiant numérique. Ça fonctionnait sans pile, sans Wi-Fi, sans que personne ne surveille. Pour les personnes sans papier, pour les personnes âgées, pour les victimes qui fuient les abus, l'argent liquide n'était pas seulement un moyen de paiement, c'était une protection. Puis est arrivée l'année 2020, la pandémie, et une nouvelle contagion, la peur. Soudain, l'argent liquide paraît sale, dangereux, obsolète. L'argent circule constamment, mais peut-il transmettre le coronavirus ? Très probablement. Le coronavirus a clairement accéléré notre transition vers une société sans argent liquide, encouragée par le gouvernement. Face à cette peur, une solution s'est imposée. Le paiement sans contact, fluide, traçable. Ce n'était pas seulement un changement pour la santé publique, c'était un véritable changement de paradigme. Voici les monnaies numériques de banque centrale, ou monnaie numérique de banque centrale.
programmable, traçable, permanente. Plus besoin d'argent liquide, seulement des chiffres à l'écran, avec des avantages prometteurs. Dans 30 ou 40 ans, elles seront probablement utilisées de façon courante et deviendront l'une des grandes innovations de l'histoire monétaire, comme l'émission de billets de banque fiduciaires ou même la création des pièces de monnaie. Les monnaies numériques de banque centrale pourraient bien être la prochaine grande innovation monétaire de l'histoire. Que sont précisément les monnaies numériques de banque centrale? Donc, il y a, vous savez, un progrès technologique énorme dans les technologies numériques et l'une de ces technologies s'appelle la blockchain. Le Bitcoin fonctionne sur la blockchain et ce que vous pouvez faire, c'est avoir un compte Bitcoin et vous pouvez le transférer à d'autres personnes sur la blockchain sans avoir à passer par le système bancaire. Voilà l'idée. Maintenant, il me semble que le Bitcoin n'est pas une très bonne monnaie. C'est plutôt un actif financier qui monte et descend. C'est plus comme une action, un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse. Vous savez, ça monte et ça descend chaque jour sur le marché. On ne s'attend pas à ce que nos monnaies fassent ça. Et c'est là que les stablecoins entrent en jeu. Mais maintenant, il existe une variante de la monnaie numérique appelée stablecoin, et c'est une monnaie numérique qui est adossée, disons, à des obligations du gouvernement des États-Unis. Ainsi, les personnes qui l'utilisent peuvent toujours reconvertir leur argent en dollars. Un stablecoin doit avoir un lien fixe avec le dollar. Et c'est à ce moment-là que les banques centrales entrent en jeu. Je pense que les banques centrales prennent désormais le relais sur ce point. Les monnaies numériques. Les banques centrales ont de bonnes raisons. Toute monnaie qui n'est pas sous le contrôle du système des banques centrales constitue une menace pour l'ordre financier mondial traditionnel avec les banques centrales au sommet. Mais ce n'est pas la seule raison. Nous avons étudié comment, au début des États-Unis, dans les années 1830 à 1850, plus d'1 millier de banques émettaient leur propre monnaie, censée convertible en or et argent, mais cela est rapidement devenu chaotique. Je constate que cela se passe actuellement avec les monnaies numériques, où de nombreux acteurs privés émettent de la monnaie numérique. Donc, si l'histoire nous sert de guide, il serait logique que les banques centrales prennent en charge l'émission de cette monnaie numérique. Et maintenant, devinez qui est à l'avant-garde de cela? Vous avez deviné, c'est la Banque des règlements internationaux. Le processus de mise en place de la monnaie numérique de banque centrale dans le monde entier est supervisé par la Banque des règlements internationaux à Bâle, en Suisse. La même banque, souvent qualifiée d'institution financière la plus secrète du monde ou de banque la plus puissante du monde, façonne l'argent à l'ère numérique. Le hub d'innovation de la Banque des règlements internationaux pilote désormais de nombreux projets majeurs de monnaie numérique de banques centrales, testant comment ces monnaies numériques pourraient fonctionner concrètement. Ils disent donc que les monnaies numériques de banques centrales aideront à bancariser les non bancarisés et soutenir les pauvres. Et vous savez, l'avantage, c'est que vous évitez de passer par le système bancaire. Vous pouvez transférer de l'argent, vous savez, très rapidement, instantanément, partout dans le monde. Si quelqu'un d'autre est sur votre numérique, réseau de monnaie numérique, vous pouvez leur transférer de l'argent instantanément au lieu de devoir passer par les banques et que les banques vous facturent des frais. Donc, la vertu d'une monnaie numérique, c'est qu'elle permettra aux gens d'économiser de l'argent par rapport à ce qu'ils doivent payer pour transférer de l'argent à l'international aujourd'hui. Mais regardez de plus près. Qui construit l'infrastructure? Des entreprises comme Mastercard, Visa, des consultants du Fonds monétaire international et bien sûr la Banque des règlements internationaux. Maintenant, la Banque des règlements internationaux mène un processus pour créer un inventaire complet de tous les actifs dans le monde, des actifs numériques, et ils vont les tokeniser. Nous avons smartphone, télécommunications, surveillance. Tout cela peut être très intrusif, c'est incroyable. Je passe tellement de temps dans ma vie avec des gens qui disent « Eh bien, vous savez, je peux vivre avec un compteur intelligent, ce n'est vraiment pas un si gros problème, ou je peux vivre avec j'aime mon smartphone, c'est vraiment pratique. » Et vous savez pourquoi faites-vous tout un plat des codes QR? Ils sont agaçants, mais je peux vivre avec les codes QR. Voilà le problème avec toutes ces choses. Le problème n'est pas chacun de ces éléments pris individuellement.
Le problème, c'est que le jour où vous mettez en place une identité numérique et un système monétaire entièrement numérique, devinez quoi? Tout cela forme un système intégré. Et votre maison, votre voiture, votre communauté deviennent un camp de concentration numérique. Selon elle, ils ne construisent pas seulement la liberté. Ils construisent le contrôle. Nous ne voudrions pas d'un monde où le gouvernement voit en temps réel chaque transfert d'argent effectué par quiconque. Et pourtant, c'est exactement le monde qu'ils sont en train de créer. Il y a un problème politique dans le sens de qui profite des monnaies numériques. Ainsi, les conservateurs et les libertariens pensent que, nous ne voulons pas d'institutions gouvernementales. Ils considéreraient les banques centrales comme des institutions gouvernementales dans ce cas. Nous ne voulons pas qu'elles prennent de l'ampleur et qu'elles aient un plus grand contrôle sur nos vies. Ces technocrates revendiquent leur indépendance, mais ils ne sont pas neutres et ils ne sont pas élus. Les grands partisans de la démocratie affirment que les banques centrales sont antidémocratiques parce que leurs dirigeants ne sont pas élus par le peuple. Ils orientent les taux d'intérêt, les conditions hypothécaires, les allocations chômage et maintenant la monnaie elle-même. Chaque crise, la Grande Dépression 2008, l'inflation de l'ère Covid a laissé les banques centrales plus puissantes qu'auparavant. Les monnaies numériques de banques centrales sont puissantes seules. Associées à l'intelligence artificielle, elles deviennent prédictives, voire des outils de punition. L'inquiétude, bien sûr, c'est que cela permet à la banque centrale de jeter un œil dans votre compte bancaire, de savoir combien d'argent vous avez et peut-être de remettre en question la façon dont vous avez gagné votre argent ou comment vous le dépensez. Vous avez dépensé 40 € dans la restauration rapide? Le système s'en souvient. Faites un don à un mouvement politique, votre compte est mis sur liste rouge. Vous ratez votre quota de comportement? Accès refusé. Ce n'est pas de l'argent, c'est une laisse. Plus de 130 pays représentant plus de 98% du produit intérieur brut mondial expérimentent tous les monnaies numériques de banques centrales avec le soutien du Fonds monétaire international et de la Banque des règlements internationaux, et à l'horizon une version numérique programmable des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international sans frontières et imposés. Tu te rappelles quand ton portefeuille a te protégé? Désormais, chaque paiement et achat est consigné par des inconnus au pouvoir. Au cœur du centre d'innovation de la Banque des règlements internationaux, ils ont déjà rédigé le règlement. Nous ne savons pas, par exemple, qui utilise un billet de 100 aujourd'hui. Un point clé avec la monnaie numérique de banque centrale, c'est que la banque centrale aura un contrôle absolu sur les règles et réglementations qui détermineront l'utilisation de cette forme de responsabilité de la banque centrale, et nous aurons aussi la technologie pour faire respecter ce contrôle absolu. Ils disent que la Banque des règlements internationaux ne contrôle pas votre argent, seulement ceux qui le font. Donc la vraie question est, qui contrôle-t-il? Cliquez ici pour en savoir plus.